Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur construire son cahier des charges pour mettre en œuvre la facture électronique. Je suis Eric Vanscore, le président de Quibi, et je vais animer cette présentation. L'objectif n'est pas de fournir une trame prédéfinie, l'objectif est plutôt de proposer quelques jalons de manière à permettre de penser le besoin de manière la plus large possible, parce que finalement la facture électronique, comme je pense que je vais le répéter plusieurs fois d'ailleurs, c'est pas juste remplacer une facture papier par un PDF. Et tout l'enjeu, on va le voir à plusieurs reprises, est de justement réfléchir aux besoins, aux potentialités que va permettre la libération des factures, de leur support et de ses contraintes. Donc là, mon sujet principal, la ligne directrice que je vais suivre, est de proposer une démarche pour analyser, réfléchir aux besoins, clarifier le besoin pour détecter les points clés à prendre en compte dans l'énoncé du besoin, non pas simplement pour remplacer la facture papier par autre chose, mais pour regarder tout ce qu'on peut en faire. En fait, je prends un exemple assez simple, parce que pour moi, c'est exactement ce qui va se passer sur la facture électronique. Il y a pas si longtemps que ça, la musique était sur des supports CD-ROM, sur des cassettes, voire même un petit peu avant sur des disques. Elle était prisonnière du support. Et ça posait des problèmes puisque quand on voulait écouter, il fallait avoir le disque. Si on n'avait pas le lecteur, si on n'était pas chez soi, si on était en déplacement, même quand on avait un Discman ou un Walkman, on n'avait jamais toutes les musiques avec soi. Et puis, depuis quelques années, la musique est dématérialisée avec des services de streaming. Dans un premier temps, ça a été juste la libération du support. Et puis, avec le temps qui passe, on se rend compte que grâce au streaming, les usages changent complètement. Et la relation qu'on peut avoir avec la musique, libre de son support, qui est de la musique pure, est totalement différente de ce qu'on pouvait imaginer en faire à l'époque où la musique était prisonnière du support. Et ben, pour la facture électronique, c'est la même chose. Et je pense que pour toute entreprise qui se lance maintenant sur le sujet facture électronique, l'étape incontournable est de bien clarifier ce qu'elle peut en faire, ce qu'elle veut en faire, en tenant compte de tout le potentiel qu'on commence à percevoir sur la facture électronique pour l'intégrer de manière pertinente dans sa stratégie de relation client au sens large, dans la stratégie d'entreprise. Et donc, la construction du cahier des charges va être en conséquence. En fait, pour enfoncer un peu le clou par rapport à ce que je viens d'évoquer, la facture électronique, c'est pas juste remplacer le papier par un PDF ou une image. La facture électronique, c'est une facture conçue et transmise sous forme électronique. Donc en fait, un flux de données, un flux d'informations électroniques qui n'a rien à voir avec l'image, avec le support, et la simple représentation de la facture par par un PDF est une limitation de ce qu'est la facture électronique. En gros, c'est comme si on se limitait au simple passage de la musique euh, sous forme d'un disque classique ou d'une cassette à la musique sous forme d'un CD-ROM qui permettait de naviguer un peu plus facilement dedans. Mais ça, c'est une phase transitoire. Le vrai aboutissement, c'est la facture au sens d'un flux de données. Et quand on regarde ce que va permettre une facture électronique, on se rend compte que euh, le potentiel est très 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 large. Alors, de manière un peu caricaturale, pour ouvrir la discussion, je mets en parallèle quatre cas de figure. Le premier qui est le scan d'une impression. Alors déjà, là, on a un problème, c'est que c'est interdit par la réglementation fiscale française. Certains pays européens l'acceptent, mais en tout cas, la réglementation fiscale française l'exclut et considère que c'est une facture papier. Si je fais ça, j'ai aucun intérêt, j'ai juste virtualisé l'image. Un peu comme si j'avais juste envoyé un PDF. Alors, effectivement, dans le cadre du PDF, contrairement au scan de l'impression, j'ai gagné l'impression, j'ai gagné le scan, mais j'ai un envoi qui est plus ou moins automatisé, la traçabilité peut être limitée. Ok, je gagne sur les manipulations papier, je n'aurai peut-être pas de retour d'information ni de facilité de saisie pour le récepteur. J'aurai quelques bénéfices sur l'accessibilité, l'autonomie de la facture et l'ubiquité de la facture, sujet dont je parlerai plus tard. Euh, J'aurai des gains, mais les vrais gains de la facture électronique vont être liés à la vraie facture électronique, que ce soit un facture X
ça a été l'objet d'un autre webinaire, donc c'est disponible dans nos replays, que ce soit la facture X ou la facture articule le visuel pour l'œil humain du fichier électronique pour le système d'information, ou même une facture pure système, pur flux de données, comme ça peut être en EDI ou en UBL, comme l'utilise Chorus, etc. Et donc, je pense qu'il faut bien garder en tête, avant d'avancer dans le cahier des charges, qu'une facture électronique, ça n'est pas juste le remplacement du papier par autre chose. Pour cela, je propose de commencer systématiquement par l'analyse du contexte. Et le contexte de l'entreprise qui va se lancer dans la facture électronique, il est pour moi déterminé par 4 choses qui tournent de manière interdépendante autour de l'objet facture. Et avant même de penser à écrire la moindre ligne de besoin pour le cahier des charges, il faut déjà balayer ces 4 sujets. Le premier d'entre eux, ce sont les clients. Les clients dans le sens où les factures sont envoyées pour des clients, que la clé de tout, c'est que le client reçoive la facture, hein, comme dit, pour faire un mauvais jeu de mots, 100% des factures payées ont commencé par arriver. Sous-entendu, une facture qui n'arrive pas, elle risque pas d'être payée. Donc, prendre en compte le besoin du client, comprendre le portefeuille client, leurs attentes, comprendre aussi leur stratégie, voir comment ils se structurent. C'est clair que je n'aurai pas le même approche de facture électronique si mon portefeuille client est très fortement structuré autour de grands comptes qui déploient des solutions de facture électronique, e-procurement ou EDI par exemple, ou si je m'adresse à une cible de clientèle beaucoup plus modeste, de professionnels, qui eux n'auront pas du tout les mêmes attentes d'intégration. Donc, l'analyse du portefeuille client, de ce qu'ils attendent, de ce qu'ils souhaitent, de ce qu'eux sont en train de mettre en place, voire même de ce qu'ils ont déjà exprimé de leur côté, est déterminante. Et elle va aussi apporter des éléments dans la définition de la stratégie et donc la construction du cahier des charges, parce que ça permettra de réfléchir à la place du papier. Est-ce qu'on va dans un schéma qui va supprimer le papier à très très court terme, voire même tout de suite, ce qui se passe de plus en plus. Moi, je vois de plus en plus de dossiers. Les entreprises décident de supprimer le papier, de basculer en 100% électronique. Ou bien est-ce que par rapport à mon portefeuille client, par rapport à leurs attentes, par rapport à leurs habitudes, par rapport à leur profil, parce que des professionnels ne sont pas les mêmes selon qu'on est dans certaines professions ou dans d'autres professions qui seront peut-être plus attachées au papier. Et donc, par rapport à leurs attentes, par rapport à leur profil, je vais définir ce que je vais faire en termes de stratégie de facture électronique. Plusieurs solutions sont toujours possibles, mais il faut bien comprendre ce portefeuille client et être capable de l'énoncer dans son cahier des charges de manière à ce que le prestataire puisse proposer différentes options entre du portail, de l'intégration extranet ou des solutions totalement d'intégration, d'interopérabilité, EDI, Chorus ou autre, par rapport à ce portefeuille client. Donc le premier sujet à analyser avant de dénoncer son besoin dans un cahier des charges, c'est le portefeuille client. Le deuxième sujet qui s'impose, je l'ai mis en bas, parce que c'est le socle de tout, c'est le cadre réglementaire et fiscal. Je ne vais pas revenir sur l'article 289 du Code général des impôts, qui détaille comment une facture peut être faite de manière électronique, mais l'entreprise qui se lance dans la facture électronique doit bien comprendre qu'il y a différentes options, qu'il est quasiment impossible que toutes les factures émises rentrent dans une seule des 3 options. Il y aura forcément un mix des 3, et donc bien comprendre les impacts que ça peut avoir pour soi, mais également la transcription avec l'opérateur, le prestataire qu'on va aller chercher. Donc bien comprendre ce cadre, de manière à être en état déjà soi-même de vérifier qu'on est propre, notamment sur la partie PAF, piste d'audit fiable, puisqu'il y aura forcément des factures en piste d'audit fiable, et puis de comprendre les cadres qu'il va falloir appliquer. Est-ce qu'on fait du PDF signé ou est-ce qu'on met tout dans la PAF? Comment est-ce qu'on est en état de gérer s'il y a des flux de type EDI? Ça va dépendre du portefeuille client dont je parlais il y a quelques instants. Et donc, cette analyse du cadre réglementaire et fiscal est indispensable pour bien préciser dans quelles options on va se positionner, sachant qu'il y en aura forcément 2, si pas les 3 options proposées par l'article 289 du Code général des impôts. Le 289.7.1, piste d'audit, le 289.7.2, PDF signé, et le 289.7.3, qui sont les flux de type EDI. Le troisième sujet qui est important à analyser autour de la facturation, quand on commence à réfléchir à son besoin, le troisième sujet très important, c'est la stratégie de l'entreprise.
qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on voit la relation client? Est-ce que, encore une fois, il s'agit juste de remplacer le papier par un PDF ou est-ce qu'on veut en faire quelque chose de bien plus fort, de bien plus puissant, comme on le verra juste dans le point juste derrière, dans la slide suivante? Il y a énormément de choses à faire avec la facture électronique parce que, comme je le disais avec mon analogie au début entre la musique sur support et la musique en streaming, c'est pas juste le passage d'un flux musical sans support, il y a énormément d'usages qui apparaissent, qui viennent se construire et qui restent à construire autour du fait que la facture est libérée de son support et de ses contraintes. Le dernier élément à analyser dans le contexte autour de la facturation, c'est le système d'information. L'outil qui sert à faire les factures, c'est un composant. Mais dans l'entreprise, et alors quand je dis dans l'entreprise, c'est pas forcément en interne au sens propre du terme. Ça peut être dans le système d'information de l'entreprise, qui peut être sur du cloud, qui peut être avec des composants externes. Donc, le système d'information peut être consommateur des factures à des endroits qui n'étaient pas prévus ou qu'on n'aurait pas imaginé parce que précédemment, la facture était enfermée dans le RP et dans l'armoire ou dans le classeur papier. À partir du moment où la facture devient électronique, elle prend, comme on y reviendra plus tard, des capacités d'ubiquité. Elle peut être à plusieurs endroits à la fois. Et donc d'autres systèmes d'information qui jusqu'à maintenant auraient bien aimé mais ne pouvaient pas consommer les factures vont pouvoir le faire. Je pense typiquement, assez basiquement, à des gestions électroniques de documents, de la GED, qui pourra récupérer la facture. Je pense également, comme on le fait très souvent, l'intégration de la facture par des jeux d'API dans les extranets clients ou dans les portails qui sont mis à disposition des clients pour passer leurs commandes, pour suivre leur compte, le suivi de leur compte client, etc. Y mettre la facture, à partir du moment où la facture est électronique, c'est très simple. Ça peut également être dans des outils, des utilitaires de gestion de la relance client qui peuvent être internalisés ou en mode SaaS, comme il y en a de plus en plus, qui vont pouvoir récupérer directement la facture et non pas des extractions bricolées d'une certaine manière pour leur donner le journal client, alors qu'en fait, le mieux, c'est de récupérer la facture directement. Ça peut être également des outils commerciaux. Moi, je vois par rapport à des dossiers clients, il arrive de plus en plus souvent que par des jeux d'API, les factures soient mises à disposition des commerçants, des commerciaux, pardon, des commerciaux sur le terrain, dans leurs outils, sur tablette ou sur smartphone ou sur leurs ordinateurs, de manière à ce qu'ils puissent faire des actions préventives auprès du client sur des relances ou du suivi, etc. Chose qu'ils ne pouvaient pas faire avant lorsque la facture était enfermée dans l'armoire. Donc, ce premier point de départ, quand on réfléchit à son cahier des charges, c'est au-delà du sujet facturation, sur lequel on va revenir plus tard, c'est déjà bien réfléchir et ouvrir le périmètre en comprenant bien le portefeuille client, ses particularités, ses attentes, et puis éventuellement les contraintes qu'il peut poser, en clarifiant bien les aspects du cadre réglementaire et fiscal pour savoir sur quelle base on part, en tenant compte de la stratégie d'entreprise, qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les grands axes de l'entreprise, surtout sur de la relation client, et quelles sont les potentialités dans le système d'information que la facture soit utilisée. Alors, j'ai pas fait de focus spécifique dans la partie cadre réglementaire et fiscal sur quelque chose qui est monumental, qui nous attend tous, qui est l'obligation qui va se diffuser entre 2023 et 2025. C'est un vrai sujet qui fait partie du cadre réglementaire et fiscal, sauf qu'à l'instant présent, euh, on n'a que des grandes lignes et ça reste encore un petit peu flou. Je pense que d'ici la fin de l'année, on en saura plus, mais pour l'instant, c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Mais comme on ne sait pas exactement comment ça va se traduire concrètement, c'est un peu délicat. Ce qu'on sait déjà, c'est que de toute façon, toutes les options de type PDF par email, enfin PDF image nue sans data par email, ce sont des options qui ne passeront pas 2023. Donc, au-delà du contexte, le deuxième point de départ, avant de commencer à écrire son cahier des charges, c'est de réfléchir aux finalités. Et là, par rapport à notre expérience, globalement, il y a 5 finalités dans la mise en œuvre de la facture électronique, dans le remplacement du papier par des flux de données électroniques. Et ce sont ces 5 finalités qui vont aider à répondre à cette question qui va forcément tourner sans arrêt au cœur du cahier des charges. Quelle place va-t-on laisser au papier? Est-ce qu'on lui laisse une place prédominante et on le grignote progressivement selon ce que veulent les clients? Ou est-ce que les finalités justifient de faire le Big Bang et de dire au client, bah, désormais, à partir du 1er mars, poum, voilà, il n'y a plus de facture papier, tout est en électronique. Alors, quelles sont ces 5 finalités que la facture électronique, la vraie facture électronique, va permettre?
La première, elle est évidente, c'est une problématique de réduction des coûts, des charges, d'optimisation des process. Alors, cette optimisation des process, elle sera forcément clarifiée avec le point qui sera le suivant, l'analyse de la facturation. Mais inévitablement, remplacer le papier par un flux électronique réduit tout de suite les coûts d'affranchissement, les coûts papier, va permettre d'éliminer des outils, machines à mettre sous pli, machines à affranchir, etc., de pouvoir reconfigurer tout ça. Mais surtout, en analysant le process de facturation, on va pouvoir identifier des actions qui aujourd'hui sont faites à la main par généralement les personnes de l'administration des ventes, qui sont en général des personnes de très bonne volonté qui disent pas grand-chose et qui font énormément de tâches. Et là, le fait de mettre en place de la facturation électronique va permettre de rationaliser, d'automatiser, de fiabiliser parfois les process et donc de supprimer certaines tâches sans valeur ajoutée qui étaient exécutées par les opérateurs de l'administration des ventes ou de la comptabilité client, enfin plus souvent de l'administration des ventes. Et ces tâches, il est important de bien les comprendre parce qu'elles vont être structurantes dans le cahier des charges. J'y viendrai dans le troisième point, la slide suivante. Donc ça, la première finalité, réduire les coûts, les charges, optimiser les process et faire en sorte que les activités liées à la production des factures soient simplifiées, facilitées. Deuxième finalité, qui peut être très importante dans certains cas, ce sont les contraintes clients. Comme j'évoquais tout à l'heure, le portefeuille client peut être générateur de contraintes. Si j'ai une grosse partie de mon portefeuille client qui est composé de donneurs d'ordre qui m'imposent d'aller sur Ariba, sur Coupa, sur ces SY de CGDIM, sur machin, etc., là, c'est clair que ma finalité sera plutôt d'aller vers de l'interopérabilité. En tout cas, il sera nécessaire de travailler cette interopérabilité parce que c'est un levier clé de mon projet, de supprimer toutes les manipulations qu'on peut avoir à faire sur les différents portails, sur les transmissions de factures à ces donneurs d'ordre qui sont contraignants. Donc là, cette dimension contrainte client, gestion de la contrainte client, peut être également une autre finalité à prendre en compte, mais qui va également orienter, puisque dans ce cas-là, il n'est pas forcément question de faire du PDF par email, par exemple, puisque c'est surtout pas ce que vont vouloir les donneurs d'ordre. La troisième finalité qui est possible, et en plus elles ne sont pas exclusives, je ne l'ai pas dit, mais ça, parce que ça me semblait couler de source, mais je le précise, ces 5 finalités ne sont pas exclusives, je peux avancer sur les 5 en même temps. La troisième finalité, c'est la transmission. Une facture électronique, lorsqu'elle est passée par un opérateur dédié au sujet, je veux dire que ça n'est pas un envoi mail Gmail ou Outlook, par un opérateur, la transmission va être à minima fiabilisée, mais en tout cas tracée. Et donc, il sera possible d'améliorer le suivi des factures émises pour détecter dès l'envoi les incidents qui peuvent arriver. Et donc là, sur ce sujet de transmission, peut-être qu'il y a des enjeux pour l'entreprise. Et ces enjeux doivent être identifiés pour être mis au cœur du cahier des charges. Si il y a beaucoup de demandes de duplicata, forcément, c'est un besoin qui sera couvert par la solution de facture électronique, qui doit être intégrée dedans de manière à simplifier cette partie de transmission. Cette partie aussi d'accessibilité pour rendre la facture plus accessible au client, si c'est là où il y a des enjeux. La quatrième finalité possible, c'est que la facture électronique, elle peut s'auto-relancer. Elle peut toute seule engager des petites actions qui manuellement sont la croix et la bannière à réaliser parce que ça devient très épuisant pour les équipes. Mais là, automatiquement, le fait que la facture soit transmise de manière électronique, on va pouvoir automatiser un certain nombre de choses, d'alertes, de relances, de rappels, de petites alertes au destinataire pour dire tiens, la facture est à échéance, faut peut-être la payer, etc. Est-ce que c'est un enjeu? J'en sais rien. Mais en tout cas, dans le projet facture électronique, c'est une possibilité. Il faut l'envisager de manière à ce que l'énoncé du besoin tienne compte de cette possibilité. Enfin, la cinquième et la dernière finalité possible, c'est une finalité de RSE et de compétitivité. Est-ce que la facture électronique me sert dans ma stratégie de responsabilité sociale et environnementale? Est-ce que la facture électronique va contribuer à ma compétitivité, à l'efficacité de la société? Comment elle peut le faire? C'est aussi une finalité à prendre en compte. Et donc, ces 5 finalités-là, qui sont basées, si je puis dire, alors c'est un petit peu un clin d'œil, mais autour des super pouvoirs de la facture électronique,
le fait qu'on la trace avec une fiabilité que le papier ne permet pas d'avoir, hein, une facture électronique, je sais qu'elle est arrivée, alors qu'une facture papier ou un mail, je sais qu'il est parti. C'est pas exactement pareil. Elle peut s'auto-relancer, elle est ubiquitaire, elle peut être à plusieurs endroits à la fois. Donc, tous ces super pouvoirs, ces finalités, il est nécessaire d'ouvrir complètement le périmètre en démarrage de la réflexion sur la facture électronique pour savoir ce qu'on va faire de la facture électronique au-delà de la simple réduction de coûts, et donc pouvoir énoncer un besoin clair pour avoir un cahier des charges qui sera le plus précis et le plus clair possible. Et tout ça, forcément, aidera à définir quelle place on va laisser au papier. Encore une fois, on le constate de plus en plus que l'évolution, il y a quelques années, encore quelques mois, la logique était de dire j'y vais doucement, je brusque pas mes clients. De plus en plus, la logique est de dire je leur donne quelques mois et on bascule à 100%. Le troisième sujet qui nécessite une analyse dans le cadre de la préparation de la réalisation d'un cahier des charges sur la facture électronique, c'est l'analyse du process de facturation. Ce processus, il semble en général facile. On établit la facture, on l'imprime, on l'envoie ou on la pousse par email, etc. Oui, oui, oui. Mais attention, on se rend compte en général, alors c'est vrai que nous, sur nos clients, c'est quasiment toujours le même process, mais il y a quasiment toujours les mêmes variations. Et donc, il y a beaucoup de spécificités. Toutes ces spécificités, il faut les prendre en compte parce qu'elles seront importantes dans le cahier des charges. À la fois pour le prestataire, pour qu'il puisse bien s'assurer qu'il est capable de le faire et de faire un chiffrage correct, mais également pour le déroulé projet, parce que là, on rentre dans le dur. Au-delà d'une prise de recul, d'une prise de hauteur pour avoir la vision globale, comme je l'évoquais il y a 2 secondes, entre le contexte et les finalités qu'on va aller rechercher, là, on est dans la mise en œuvre. Tout ce qu'on aura oublié sur le process de facturation, lorsqu'on va passer à la mise en œuvre, ça va soit coincer, soit générer des difficultés, soit compliquer la conduite du changement auprès des équipes. Donc là, la compréhension du process de facturation, elle est clé dans la réalisation du cahier des charges. Et quand je dis process de facturation, c'est énormément de choses qu'on ne voit plus forcément tellement on est habitué. Exemple typique, les filières de facturation. Dans certains cas, c'est très simple, facturé par, facturé à. Parfait. Puis il y a des cas où il y a un facturé A avec un payé par. Puis éventuellement ah oui, mais il y a une copie de la facture qui part ici. Parce que c'est la loi Sapin, on est dans des domaines où où il y a un mandataire et un exécutant, et donc il faut notifier les deux. Tout ça, c'est pas neutre. Donc, ces fameuses filières de facturation, comment la facture est distribuée, à qui est-elle distribuée, euh, c'est loin d'être anodin parce que dans le fonctionnement, ça va impacter le choix de la solution et sa mise en œuvre. Ça peut être également des problématiques, ça peut être également, pardon, ça peut être également des problématiques liées au suivi des envois, à des demandes de duplicata éventuelles de certains clients. Donc là aussi, comprendre toutes les actions liées à la transmission, à l'émission. Parfois, il y a des tris, il y a des factures qui ne sont pas envoyées. Il arrive très souvent que certaines factures, pour des raisons internes ou externes, ne soient pas transmises aux clients. Elles sont générées, elles rentrent dans le chrono, donc on gère bien le double original de cette facture, mais la facture n'est pas transmise au client pour un certain nombre de raisons. Donc tout ça, ça va être pris en compte. Bien souvent, il y a également des pièces jointes qui partent avec les factures. Comment ces pièces jointes sont générées? Comment on va pouvoir les attacher aux factures? Comment ça va fonctionner? Est-ce qu'elles sont générées à temps ou pas? Donc, c'est pas neutre non plus cet aspect-là. Et puis arrive également un autre aspect, qui est la partie data, référentiel client. Là, on est à la limite du cahier des charges, on est dans la démarche projet, sauf qu'il faut toujours garder en tête que dès qu'on se lance dans la facture électronique, au-delà des nombreux bénéfices que j'ai pu évoquer il y a quelques instants, on a un point critique à prendre en compte, qui est que la main et l'œil de l'être humain ne sont plus là pour corriger les petits défauts et mettre à la poubelle un bout de papier, régénérer, corriger, donner à quelqu'un d'autre un papier. Donc là, la disparition de l'œil et de la main humaine vont impacter le process. Et là où ça a un impact le plus direct, c'est sur l'identification des clients et la qualité de la base de données. Donc, toute cette analyse du process de facturation, elle est indispensable pour réaliser son cahier des charges. Donc, en résumé, sur les 3 étapes qu'on a vues, la préparation du cahier des charges, d'abord, bien comprendre le contexte, de réfléchir à toutes les finalités, tout ce que ça va permettre de faire, tout ce qu'on peut inventer, tout ce qu'on peut innover, ce que d'autres font, mais il y a forcément d'autres choses qu'on peut rajouter derrière. Et puis, enfin,
analyser vraiment en détail comment les factures sont produites. Je ne parle pas de leur établissement, hein. Leur établissement, c'est un autre process. Moi, je parle de la production, comment les factures sont produites et transmises à aujourd'hui, de manière à être capable de bien identifier ces particularités pour voir comment on va soit les simplifier par la mise en œuvre de la dématérialisation. Dans énormément de cas, on arrive à mettre en place des solutions, des outils qui aident à supprimer des tâches qui finalement étaient très manuelles, ou bien comment on va les intégrer, les prendre en compte pour ne rien louper dans la mise en œuvre. Donc tout ça nous amène, alors j'ai dit que j'allais pas donner une trame générique parce que ça n'a aucun sens. Chacun a sa manière et sa trame, sa manière et bien souvent des trames toutes faites dans l'entreprise pour réaliser des cahiers des charges. Mais de manière générale, pour moi en tant que prestataire, ce qui est très important, c'est qu'on ait les points suivants dans le cahier des charges. Qu'on ait une bonne vision du métier de l'entreprise et de ses particularités, parce que ça peut nous amener aussi, nous, par expérience, à détecter des particularités ou des spécificités qui ont été oubliées dans l'énoncé du cahier des charges. Donc une bonne présentation du métier de l'entreprise, de ses particularités, des profils clients actuels et futurs, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Ensuite, les enjeux et les résultats attendus. Je répète, mais j'ai dit au début que j'allais le répéter plein, mais la facture électronique, ça n'est pas juste remplacer un bout de papier par une image. Non, c'est remplacer de la data enfermée dans un support par de la donnée libre. Et donc, forcément, ça ouvre sur énormément d'enjeux qui dépassent simplement la réduction de coûts. Donc, cette vision claire des enjeux, elle est vraiment importante parce que ça va aider à structurer le projet, la solution, ce qu'on pourra apporter. Il est nécessaire qu'on ait de la vision sur les choix fiscaux. Savoir, est-ce qu'on est en piste d'audit, est-ce qu'on est en signature électronique? Si c'est de la signature électronique, est-ce que c'est par l'entreprise ou en délégation de signature? Le mieux étant, s'il y a de la signature électronique, que ce soit par l'entreprise, puisque les textes disent bien l'assujetti qui signe ses factures. Donc, il est autorisé de déléguer ça au prestataire, mais c'est quand même mieux de le faire soi-même. Donc, les choix fiscaux, les outils, toutes les informations possibles sur la manière avec laquelle la facturation est établie, que ce soit des informations de volume, bien entendu, éventuellement des saisonnalités, le nombre de clients, les caractéristiques des clients, mais surtout le process avec toutes ces particularités, les factures non envoyées, les factures de fin de mois, les factures comptoirs, toutes les particularités qui peuvent exister dans ce processus qui sera très important à parfaitement comprendre. Point suivant, des informations sur les clients, leur profil, les caractéristiques, les contraintes, éventuellement s'il y a des contraintes sectorielles, dans l'optique, il y a des contraintes liées à la mise en place de solutions de dématérialisation à destination des opticiens. Pareil dans le domaine de la publicité. Je crois que dans le domaine de la librairie, c'est pareil aussi. Donc, il peut y avoir des contraintes sectorielles à prendre en compte pour assurer l'interopérabilité. Typiquement, enfin, je le vois, nous, on a un client qui est un gros acteur de l'optique. Forcément, il est incontournable que ce qu'on fait dans la dématérialisation de ces factures soit cohérent et compatible avec toute la démarche EDI optique qui vise à structurer ces flux de facturation vers les nombreux opticiens de France. Point suivant, là, je n'ai qu'une ligne, mais par contre, c'est la partie presque la plus importante, que les besoins fonctionnels soient énoncés. De tout sens, ce qu'on souhaite faire avec la facturation électronique. Donc, des cas d'usage pour nous dire l'accessibilité qui est attendue, comment et où on veut de l'accessibilité, qu'est-ce qu'on veut en faire, où est-ce qu'elle doit être déposée, est-ce qu'il faut faire des liens avec d'autres applicatifs, ce qui m'amène d'ailleurs au point suivant, l'intégration applicative. Le fait de mettre en place de la facture électronique, je l'ai évoqué tout à l'heure, va avoir des impacts sur le système d'information. Non pas la mise en œuvre de la facture électronique, en général, c'est très simple. Dans notre cas, c'est quasiment comme si on installait une imprimante. Donc, c'est très, très simple. Sauf que ça ouvre sur plein de possibilités de faire le lien avec de la GED, avec tous les outils de gestion de papier, de courrier, qui peuvent être gérés par un prestataire ou en local. Ça peut être les liens avec des applications tierces, etc. Donc, tout ça, ça doit être énoncé et réfléchi. Comme toujours, un bon cahier des charges, c'est surtout le fruit d'une réflexion sur l'ensemble du projet, ce qu'on veut en faire et l'existant. Et mieux c'est énoncé, mieux ça se passe, parce que pour nous, prestataires, ça nous aide à remplir correctement une proposition, à être précis, à ne pas faire de mauvaises surprises sur des aspects mis en œuvre, et surtout, ça facilite la réalisation du projet. Moi, je serais tenté de dire que c'est 50% de la réussite qui est dans le cahier des charges, parce que tout le travail qui est en amont va structurer fortement
le sujet. Je passe là-dessus parce que finalement, je la mets à tous les coups, mais elle n'est pas forcément indispensable. Juste quelques secondes pour vraiment être très court. Donc nous, en tant qu'opérateur, je l'évoquais il y a 2 secondes, l'objectif c'est d'être hyper simple. On part du PDF de l'outil de facturation, quasiment comme si on le récupérait en sortie, comme une imprimante, et on va faire, euh, si c'est demandé, la conversion en facture X, on va assurer la conformité fiscale, on va pousser sur l'imprimante ou chez un prestataire si c'est demandé, et ensuite on distribue les factures dans tous les formats. Et toute la partie traitement local qu'on va assurer est capable de gérer. Aujourd'hui, je serais tenté de dire 100% des cas de figure, parce que ça fait quelques années qu'on ne nous en sort pas de nouveau, mais toutes les particularités du process de facturation vont être absorbées par la solution, on est habitué à le faire. J'en dis pas plus, c'est pas forcément le sujet. J'espère avoir été clair et précis et vous avoir donné les pistes nécessaires pour pouvoir travailler sur la réalisation d'un cahier des charges pour la facture électronique. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente journée. Merci.